Bonsoir à tous. Analyse du duel des discours. Vladimir Poutine versus Joe Biden. La gigantomachie des discours de Moscou à Kiev. Je vous ai promis il y a 2 jours de vous proposer une analyse des discours tenus par le président de la Fédération de Russie, d'un côté et de l'autre côté, le président des États-Unis d'Amérique. Voici venu le moment de vous apporter les résultats de la double écoute de ces 2 discours, de leur comparaison et de leur confrontation. Je l'avais promis. Chose promise, chose due. Si vous êtes intéressé par notre analyse de ces 2 discours, une analyse qui sera synthétique, car le premier discours aura duré 2 heures et le second a duré une vingtaine de minutes, je vous invite à protéger et partager cette émission selon la tradition. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez la vidéo, afin que l'Afrique des libertés et nos amis en tout pays profitent de cette émission que je vous ai promise il y a maintenant pratiquement 3 jours. Nous sommes bien le vendredi 24 février 2023 sur la terre des hommes. Soyez salués. À travers le continent africain, les diasporas, à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Journée marathon de communication politique aujourd'hui pour le serviteur des pains spirituels de la liberté des Africains. Et on entend, dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou du Cameroun, Wanda Christo Medley, qui invoque la pureté de cœur, le langage de vérité, la sincérité de ceux qui s'expriment avec l'innocence des enfants et la conscience des vieillards. Protégez et partagez cette émission. Nous commençons dans 2 minutes à tout prendre, le temps que vous ayez renforcé les machines au service de la vérité, justice, solidarité. Je vous salue, cher Kwessa, cher Ngenda Jimmy. Je vous salue, Coco Eto, Wele Bagnon Koulibaly, Wrestling Match, Germaine Kunjo. Je vous salue. Kemet Free, Africa Free, Ayuba Kuruma, je vous salue. Vous êtes côté Facebook. Nick P, je vous salue. César Boni, je vous salue. Fotoro. Gides Carlos Weza. Anne Foch, je vous salue. Paulin Abaï, Bernard Laosson. Ils sont là, nos amis. Vetus Nguessan. Ils sont là. Evan Hove, MMTV, Giras Bara, Ozo Ndeke, Akhenaton. Gauche Ariel, Teddy The Must. Yves Georges Bilon, je vous salue, Léonce. Bienvenue ici à Maurice Django. Fraternelle salutation, mon cher Maurice. Et à tous nos amis en Côte d'Ivoire. Paul Sandé. Ata mabeges Joljon. Atara Yehova Nyambe ukoli nilipem. Melobi sugon ye ye. Anyambe yon lipem jon.
Protéger et partager notre dernière émission du jour. Ata, ma béguesse Djoljon, quelle journée prodigieuse en ce vendredi 24 février. Par la grâce du Tout-Puissant, à travers nos ancêtres angélisés, nous sommes en train d'accomplir le devoir que nous nous sommes fixés pour cette journée du 24 février 2023. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre loyauté. Merci à Wanda Christo Medley. Africaines, Africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains des luttes africaines pour la liberté, la gigantomachie de Moscou à Kiev ou de Moscou à Varsovie. En effet, nous avons assisté en cette semaine qui s'achève bientôt à une passe d'armes de discours. L'un tenu par le président Vladimir Vladimirovitch Poutine le 20 février, si je ne m'abuse, à Moscou, et l'autre tenu le 21 février depuis Varsovie par le président américain Joe Biden. Ces deux discours nous intéressent parce qu'ils sont tenus par les premiers responsables des deux grandes puissances qui s'affrontent en réalité aujourd'hui en Ukraine. Contrairement aux apparences, ce qu'on appelle la guerre russo-ukrainienne n'est rien d'autre qu'une guerre américano-russe, l'Ukraine n'étant qu'un prétexte, un moyen de cette guerre. Voilà pourquoi, pour répondre à Poutine, ce ne sont pas les discours de Vladimir Zelensky qui importent, ce sont les discours du patron de Zelensky, à savoir Joe Biden, qui compte. Vous avez eu l'occasion, en pleine Europe et cette semaine, de vérifier cette observation. Si ce n'était pas Biden qui menait la guerre contre Poutine, il n'aurait pas besoin de venir aux portes de la Russie, selon la formule du pape François, aboyer contre la Russie. Je rappelle que la formule aboyer aux portes de la Russie est du pape François. Il disait: la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait pas éclaté si l'OTAN n'avait cessé depuis les années 90 de faire avancer son infrastructure militaire jusqu'aux portes de la Russie pour aboyer aux portes de la Russie. Fin de citation. Je voudrais d'abord appeler les uns et les autres à bien constater que si ce n'était pas Biden qui était le principal chef de guerre face à Poutine, Biden n'aurait pas pris son avion loin là-bas, à plus de 6000 km aux États-Unis, pour venir en Europe, venir à Kiev, c'est-à-dire aux portes de Moscou, venir à Varsovie, aux portes de Moscou, pour répondre à Vladimir Poutine. Tous les menteurs et les menteuses qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui parlent de la guerre russo-ukrainienne ont eu la démonstration par la passe d'armes que représentent les deux discours du président russe et du président américain qu'il s'agit bien là des véritables protagonistes. Les deux véritables protagonistes. Zelensky n'est qu'un prétexte. Dans la langue allemande, il y a un mot pour désigner un personnage comme celui de Zelensky. On l'appelle un ersatz. C'est-à-dire un phénomène surajouté. On peut se passer de lui. Dans la langue ivoirienne, à Caen, Zelensky peut être présenté par une métaphore de la gastronomie à Caen, autour du foutou. Zelensky est un gwassou. Le gwassou, c'est la petite boule de pâte de manioc à la banane qu'on appelle le foutou, qui s'ajoute un tant soit peu pour améliorer le rassasiement du mangeur. Gwassou. Et ça correspond à la notion allemande d'ersatz, un phénomène surajouté. L'Europe entière, le monde entier ont eu l'occasion de bien voir qu'il n'y a pas, en proprement parler, de guerre entre le peuple russe et le peuple ukrainien. Il y a plutôt une guerre qui est organisée par la puissance américaine contre la puissance russe, à travers l'Ukraine et l'Europe. Si ce n'était pas le cas,
il n'y aurait aucun besoin pour le président des États-Unis d'Amérique de traverser l'océan Atlantique avec son avion, d'entrer sur la pointe des pieds jusqu'à Kiev, en Ukraine, de faire une visite fulgurante en contrôlant bien sûr le ciel, où à tout moment pouvaient fuser des munitions russes, puis de courir à Varsovie, et à Varsovie, de prononcer un contre-discours pour répondre au président de la Fédération de Russie. Moi, je commence cette analyse d'abord en vous demandant, vous qui êtes rassemblés dans cette conférence, de faire preuve d'honnêteté. Celui qui vous trouve encore à travers l'Afrique, l'Europe, pour vous dire l'Ukraine fait la guerre contre la Russie, dites-lui menteur. Si c'était l'Ukraine qui faisait la guerre contre la Russie, le président des États-Unis d'Amérique ne viendrait pas répondre au président russe depuis l'Ukraine et la Pologne. Cela est d'autant plus vrai que le président Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, est président d'un pays qui est membre de l'OTAN et qui est le principal dirigeant de l'OTAN. Or, l'Ukraine, à l'instant où je vous parle, ce 24 février 2023, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Si, en effet, l'Ukraine était membre de l'OTAN, on comprendrait que Joe Biden, président de la puissance américaine, qui est la puissance dominante de l'OTAN, s'exprime au nom de l'alliance de l'OTAN. Mais l'Ukraine n'est pas membre. C'est là que vous comprenez que l'Ukraine est un goissou, un ersatz de la politique américaine. Et par conséquent que Zelensky est un feu follet. Zelensky est agité en avant, mais ce n'est pas lui qui est le véritable protagoniste de Poutine. Le véritable protagoniste de Poutine est sorti du bois et s'est affiché en plein jour. C'est Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique. Écrivez ça. Votre analyste maison vous donne déjà ce premier code. D'où je ne parle pas du conflit des discours entre Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky. Parce que Zelensky, son discours ne compte pas, puisque c'est un exécutant. Le discours qui compte, c'est celui de Biden. Et maintenant, je vais indiquer la méthode que nous allons suivre. Le discours du président Poutine a duré 2 heures. Je ne vais pas le faire écouter entièrement. Le discours du président Biden a duré une vingtaine de minutes. Je ne vais pas non plus le faire écouter entièrement. Mais dans un premier moment, je vais essayer de restituer les grandes idées de chacun. Pour que tous ici, vous êtes déjà près de 2000 personnes rassemblées, plus de 1000 sur YouTube, plus de 740 sur Facebook, pour que chacun ici ait au moins entendu les grands axes de l'allocution de chacun des deux présidents. Puis, dans un deuxième moment, je vais m'intéresser aux points forts et aux points faibles de l'allocution de chacun. Voilà la méthode que je vais utiliser pour vous proposer mon analyse de ce discours. 1. D'abord, rappel des grands axes du discours de chacun, éventuellement citation des extraits de leur discours, et grand 2, analyse de la valeur, de la pertinence ou de la non-pertinence des arguments de l'un et de l'autre. Au final, on pourra savoir qui a gagné, puisque c'est un duel. Une gigantomachie, c'est-à-dire une bataille de géants. Le géant russe face au géant américain. Poutine a parlé, en face, Biden a parlé. Pour nous, analystes politiques de l'Afrique des libertés, qui a dit des choses vraies, qui a dit des choses fausses? Où et pourquoi? Si oui, où et pourquoi sinon? Voilà la méthode que nous comptons employer avant de faire une rapide conclusion, car en fait, ils n'ont pas fini de parler, ils vont parler encore, puisque ce sont eux qui sont réellement en guerre. Voilà. Si cette méthode vous agrée, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé sous la vidéo pour empêcher qu'on nous empêche de parler. Et n'oubliez pas de partager au moins une fois sur vos réseaux respectifs la présente conférence. Sans plus tarder, nous allons engager la première partie. Les grands axes du discours de l'un comme de l'autre. Pour la mémoire de nos auditeurs.
Alors, mes chers amis, j'ai pu trouver et extraire d'abord du discours du président Poutine qui a parlé en premier, les grands axes. Ce discours a été largement reproduit sur le site legrandcontinent.eu /fr. Et j'ai mis le lien de ce discours à votre disposition sur ma page Facebook Franklin Nyamsi. Vous pourrez toujours trouver les larges extraits dont je vais vous donner lecture. Le président Poutine a parlé pendant 2 heures. Il est important qu'on restitue un peu plus largement son discours qui a été plus long et forcément plus argumenté, plus agrémenté. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Je vous donne un peu des extraits. Ça nous prendra quoi? Un quart d'heure à prendre conscience de ce qu'il a dit. Je laisse les commentaires, bien sûr, des éditorialistes occidentaux. Et nous allons directement au texte. Vladimir Poutine a dit ceci. L'heure où je prends la parole devant vous aujourd'hui est une heure difficile pour notre pays. Nous vivons une période de changement fondamental et irréversible à l'échelle planétaire. Des événements historiques décisifs qui détermineront l'avenir de notre pays et de notre peuple et dont la responsabilité colossale pèse. Non, attendez, je ne suis pas là sur la bonne page. Je veux prendre l'essentiel de ces déclarations. Là, c'est le discours de 2022. Je veux le discours 2023 dont j'ai mis le résumé sur notre page. Ça, c'est 2022 que je vous résumais. Permettez-moi de remonter sur ma machine exactement le résumé, les grandes lignes de 2023. Le discours du 20 février 2023. Je l'ai affiché ici. Je n'aurai pas grand mal à retrouver les propos du président Poutine. Un peu de patience. Hop. Très bien. Hop. J'ai la version papier. Je n'aurai pas... Excusez-moi mes chers amis. Ma machine m'a sorti plutôt le discours de février 2022, qui est très ancien. Nous voulons février 2023. Je l'ai affiché ici. Hop. Donc, soyez rassurés, nous n'allons bien sûr pas donner lecture de tout le texte, mais des extraits les plus saillants. Les extraits les plus saillants qui ont été relevés et par la presse russe et par la presse occidentale d'ailleurs. Là-dessus, il n'y a pas eu de désaccord pour reconnaître que l'essentiel de ce que le président Poutine a dit se trouvait dans cette partie. Alors, machine, mettez-vous à notre service. Voilà. Là, je prends donc une synthèse de ce discours en quelques phrases. Point clé des déclarations de son Excellence, M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, auprès du Parlement russe. La Russie a tout fait pour résoudre les problèmes du Donbass par des moyens pacifiques. C'est l'Occident qui a déclenché la guerre et nous utilisons la force pour l'arrêter. Nous défendons notre maison et la vie de notre population alors que l'objectif de l'Occident est le pouvoir sans limite. L'Occident avait ouvert la voie aux nazis en Allemagne et fait de l'Ukraine une anti-Russie. La Russie n'est pas en guerre contre le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev. Aucun autre pays n'a autant de bases militaires à l'étranger que les États-Unis. Il y en a des centaines. Près de 900 000 personnes sont mortes et plus de 38 millions sont devenus des réfugiés suite aux guerres qui ont été déclenchées par les États-Unis depuis 2001. Plus la portée des systèmes envoyés en Ukraine est longue, plus nous éloignerons la menace de nos frontières. La Russie suspend sa participation au traité New Start. La défense russe et Rosatom doivent être prêts à tester des armes nucléaires au cas où les États-Unis le feront. Avant-dernière citation, l'économie russe a surmonté tous les risques.
La part du rouble a doublé dans les échanges commerciaux au niveau international. Enfin, dernière citation saillante, le but des sanctions occidentales est de faire souffrir les Russes. Mais ceux qui les ont instaurées se punissent eux-mêmes. Ils ont provoqué la hausse des prix dans leur pays et disent que c'est la Russie qui en est responsable. Fin de citation des grandes lignes du discours du président Poutine, les grandes thèses qu'il a défendues. Maintenant, on va s'intéresser aux thèses de Joe Biden à Varsovie, telles qu'elles ont été résumées par le journal Le Monde, qu'on ne peut pas soupçonner d'anti-américanisme. Il est dit, Joe Biden à Varsovie, citation, « L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais. » En visite en Pologne, le chef de l'État américain a répondu à un discours anti-occidental prononcé mardi matin par Vladimir Poutine. Le président américain Joe Biden a assuré mardi 21 février que l'Ukraine déchirée par la guerre ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. Lors d'un discours à Varsovie en Pologne, juste avant le premier anniversaire du début de l'invasion russe. Citation. « Un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne pourra jamais entamer l'amour d'un peuple pour la liberté. La brutalité n'écrasera jamais la volonté de ceux qui veulent rester libres. » Fin de citation, a insisté M. Biden. S'exprimant un jour après son voyage surprise dans la capitale ukrainienne, M. Biden a souligné la résilience de cette dernière. Citation. « Kiev est forte, Kiev est fière, elle tient debout et surtout est libre. » Fin de citation, a-t-il déclaré à la foule agitant des drapeaux polonais, ukrainiens et américains. Le chef de l'État américain a répondu à un discours anti-occidental prononcé mardi matin par le président russe Vladimir Poutine. L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie, comme Poutine l'a dit aujourd'hui, a-t-il assuré. Les millions de citoyens russes qui veulent seulement vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi. Fin de citation. Vladimir Poutine, selon Biden, pensait que les autocrates comme lui étaient durs et que les dirigeants de la démocratie étaient mous. Puis il s'est heurté à la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur. Fin de citation, a déclaré Biden. Citation de Biden encore, il ne doit y avoir aucun doute, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. L'OTAN ne sera pas divisée et nous ne lâcherons pas. Fin de citation, a assuré le président américain. Cette visite officielle en Pologne est la seconde de M. Biden au cours des 12 derniers mois. Mercredi, il rencontrera à Varsovie les dirigeants de 9 pays du flanc oriental de l'OTAN. Là, c'est le résumé du discours de Biden par Le Monde et par l'agence France Presse. Vous avez entendu au moins 2 versions, 2 résumés des allocutions des 2 dirigeants russes et américains. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie de cette émission consiste à revenir sur les principales thèses de chacun pour les examiner en tant qu'analyste politique à l'aune des faits et de l'histoire. Ce que Poutine a dit, on va examiner à l'aune des faits. Ce que Biden a dit, on va examiner à l'aune des faits. Et à l'issue de cette analyse, on saura qui a raison et qui a tort. Voilà la méthode. Wanda Christo, un peu d'inspiration. Merci Wanda Christo. Sans plus tarder, nous retournons écouter le président Poutine. Nous allons prendre les points clés des déclarations de M. Poutine et les examiner en fonction de notre culture historique et politique. Et vous qui êtes ici rassemblés, vous êtes plus de 2500 personnes au total. Chacun d'entre vous se fera un jugement. Vous êtes plus de 1000 personnes sur Facebook, plus de 1560 personnes sur YouTube. Que chacun d'entre vous se fasse un jugement. Le président Poutine est réputé avoir défendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, une douzaine de thèses. Donc je commence par la première. La Russie a tout fait pour résoudre les problèmes du Donbass par des moyens pacifiques. Ça, c'est la première grande idée qu'a défendue le président Poutine. Est-ce que c'est vrai? À ma connaissance, oui, c'est vrai. Depuis 2014, les populations russophones d'Ukraine
sont massacrées par le régime de Kiev, bombardées, exterminées, écrasées par le régime de Kiev. Elles avaient sollicité l'intervention de la Russie au nom de l'alliance culturelle entre les populations russophones ukrainiennes et les populations russes. La Russie a refusé d'intervenir. Le président Poutine a refusé d'intervenir. Pourquoi a-t-il refusé d'intervenir? Parce qu'il était convaincu que l'accord de paix de Minsk, qui avait été signé en 2015 entre la Russie et l'Ukraine, avec la garantie de l'OTAN, la garantie de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, Poutine pensait que cet accord de paix était suffisant et qu'à l'intérieur de l'Ukraine, une solution allait être trouvée pour mettre fin au conflit et à la répression sauvage contre les Ukrainiens russophones. Pourtant, de 2014 jusqu'au moment où je vous parle, la répression des Ukrainiens russophones n'a jamais pris fin. Les massacres des populations du Donbass se sont poursuivis. Par ailleurs, on prend la deuxième thèse. C'est l'Occident qui a déclenché la guerre et nous utilisons la force pour l'arrêter. Vladimir Poutine dit c'est l'Occident qui a déclenché la guerre et nous utilisons la force pour l'arrêter. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, ceux qui ont une culture historique très courte vont dire que la guerre a commencé lorsque la Russie a envahi le territoire ukrainien en février 2022. Mais c'est faux. Mais la guerre a commencé quand le régime de Kiev a commencé à exterminer les Ukrainiens russophones en 2014. Écrivez ça. Si on veut savoir quand la guerre a commencé, mais c'est quand on a commencé à massacrer une partie de la population ukrainienne parce qu'elle était russophone. Quand on a organisé un coup d'État à Kiev pour imposer des dirigeants pro-occidentaux. C'est là que la guerre a commencé. Les premiers coups de feu, les premiers coups de canon n'ont pas été tirés en Ukraine en 2022 quand la Russie a envahi militairement l'Ukraine. Non, ils ont été tirés quand le gouvernement de Kiev a décidé d'exterminer la population russophone. Écrivez ça. Donc Vladimir Poutine dit, c'est l'Occident qui a déclenché la guerre. Parce qu'il sait que le gouvernement de Kiev est soutenu par l'Occident. Et que l'Occident a couvert la barbarie du gouvernement de Kiev envers la population russophone d'Ukraine. En tant qu'historien du présent, en tant que philosophe, en tant qu'intellectuel politique, à mon niveau d'information, ce que Poutine dit là est vrai. Je vous laisse vérifier. Quand a commencé la guerre en Ukraine, quand a commencé la violence contre des personnes au motif qu'elles sont de culture russe en Ukraine, et vous verrez qu'elle a commencé en 2014. Vous verrez que la Russie a d'abord refusé de réagir. Mais quand elle s'est rendue compte que l'Ukraine, et on verra ça par la suite, devenait en fait un poste avancé de l'OTAN pour la menacer elle-même la Russie est intervenue. Voilà l'ordre des événements qui a été rappelé par le pape François. François a dit, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait pas eu lieu si l'OTAN, les Occidentaux, n'avaient pas, depuis 1990, continué à faire avancer leur infrastructure militaire jusqu'aux portes de la Russie pour aboyer aux portes de la Russie. C'est lui qui a utilisé le verbe aboyer. Le pape, le très modéré pape François, il a parlé d'aboiement de l'OTAN aux portes de la Russie. Bon. Troisième thèse. Poutine dit, nous défendons notre maison et la vie de notre population, alors que l'objectif de l'Occident est le pouvoir sans limite. Est-ce que ce que Poutine dit là est vrai? Alors, pour répondre à cette question, si c'est vrai, il faut se demander où étaient placées les armées de l'OTAN en 1990. Mes chers amis, je pose la question, quelle était la limite? Où étaient situées les armées de l'OTAN? C'est-à-dire les armées commandées par les États-Unis. Où étaient placées les armes de l'OTAN, les missiles de l'OTAN, les radars de l'OTAN, le dispositif de défense de l'OTAN? Où étaient-ils placés au moment de la chute du mur de Berlin en 1990? Ils étaient placés où? Je veux qu'un de mes amis réponde, que je lise sa réponse. En Allemagne, Omar Badji le dit. En Allemagne, la limite se trouvait exactement dans la frontière du mur de Berlin qui divisait toute l'Allemagne en deux parties. L'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est.
Donc la limite, la ligne rouge entre le bloc occidental et le bloc soviétique, elle passait à l'intérieur de l'Allemagne et coupait l'Allemagne en deux, n'est-ce pas? Lorsque les soviétiques acceptent de se retirer de l'Allemagne pour en favoriser la réunification, ils obtiennent un accord de principe de l'OTAN, c'est-à-dire des Américains, de ne pas avancer avec leurs armes au-delà de l'Allemagne. De ne pas avancer au-delà de l'Allemagne. De ne pas installer leur système militaire, leur système de défense, dissuasif, persuasif, offensif, au-delà de l'Allemagne. Or, qu'est-ce qu'on a observé? De 1990 à nos jours, l'OTAN n'a eu de cesse d'avancer avec son infrastructure militaire jusqu'aux portes de la Russie. Elle a pratiquement couvert une vingtaine d'anciennes républiques socialistes soviétiques et y a installé des satellites. C'est-à-dire, l'OTAN n'a pas arrêté d'avancer avec son infrastructure militaire pour se rapprocher de la frontière russe. Ça, c'est un fait scientifique. Qu'aucune Africaine, aucun Africain sur cette planète Terre ne se fasse intimider par un menteur occidental qui ne veut pas reconnaître que l'OTAN, depuis 1990, n'a pas arrêté d'avancer avec son infrastructure militaire aux portes de la Russie. Les plus grands diplomates américains, les plus grands diplomates européens le reconnaissent. Les scientifiques américains, européens le reconnaissent. C'est un fait scientifique que c'est l'OTAN qui a rapproché son infrastructure militaire de la Russie. Et non la Russie qui a fait mouvement inverse. On relit donc la phrase. Maintenant qu'on a ce fait, on relit la phrase de Poutine. Nous défendons notre maison et la vie de notre population alors que l'objectif de l'Occident est le pouvoir sans limite. Pourquoi Poutine parle de pouvoir sans limite? Parce qu'ils ne se sont pas limités en Allemagne. Ils continuent, ils grignotent. En 20 ans, en 30 ans, ils sont arrivés en Ukraine. C'est vrai ou c'est faux? On continue. On écoute M. Poutine. Vraiment, s'il dit quelque chose qui, pour moi, n'est pas vrai, je dirais pourquoi ce n'est pas vrai. Mais lisons-le ensemble. Thèse suivante. L'Occident avait ouvert la voie aux nazis en Allemagne et fait de l'Ukraine une anti-Russie. L'Occident avait ouvert la voie aux nazis en Allemagne et fait de l'Ukraine une anti-Russie. Alors, quand il dit l'Occident avait ouvert la voie aux nazis, bon, la thèse de Vladimir Poutine, sur ce point-là, est critiquable. Vous êtes d'accord avec moi? Ce ne sont pas toutes les forces politiques occidentales qui ont favorisé l'avènement de Hitler au pouvoir en Allemagne. Ce ne sont pas toutes les forces politiques occidentales qui ont participé ou favorisé l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne. Bien que Hitler soit arrivé en Allemagne au pouvoir grâce à cette chose que les Occidentaux présentent comme une chose sacrée, la démocratie. Je vous rappelle qu'Hitler, quand il arrive au pouvoir en 1933 en Allemagne, c'est parce qu'il a gagné les élections. Ce qui montre que la démocratie peut fabriquer la dictature. C'est l'un des arguments aujourd'hui classiques contre le système démocratique, c'est que c'est un système qui est en fait vulnérable. On peut démocratiquement installer une dictature. La preuve, l'Allemagne nazie a été mise en place par un parti, le national-socialistische Deutsche Arbeiterpartei, le parti nazi. Il avait gagné les élections. Hitler arrive à la chancellerie en 1933 après avoir gagné les élections. Il arrive démocratiquement au pouvoir. Et il détruit la démocratie une fois au pouvoir. Donc quand Poutine dit l'Occident avait ouvert la voie aux nazis, cette phrase-là ne peut pas être prise comme une vérité sur le plan littéral, sur le plan total du terme. Car il y a eu des forces occidentales, même en Allemagne, qui ont tenté de résister à Hitler, qui n'ont pas réussi. Et il va y avoir une guerre de plusieurs autres pays occidentaux contre l'Allemagne nazie. Ce qui veut dire que l'Occident n'était pas d'accord, n'était pas aligné sur les positions d'Hitler. Mais ce que Poutine veut dire, c'est que la décadence de l'Occident a permis à un Hitler de prendre le pouvoir. Pour comprendre au deuxième degré les propos de Poutine, c'est qu'il veut dire que le système politique occidental est tellement poreux, faible et fragile, que dans ce système-là, des imposteurs arrivent facilement au pouvoir. Oui, en effet. C'est démocratiquement que les Obama sont arrivés au pouvoir. Ensuite, ils ont tué démocratiquement Kadhafi. Ils ont attaqué démocratiquement l'Irak. Ils ont commis démocratiquement des tas de bavures. C'est démocratiquement que Reagan est arrivé au pouvoir. Sarkozy est arrivé démocratiquement au pouvoir en France, mais il a tué démocratiquement Kadhafi. Il a détruit démocratiquement la Libye. Il a pillé démocratiquement, détruit démocratiquement en Côte d'Ivoire. Tout ça démocratiquement. Ce que Vladimir Poutine veut souligner, c'est le côté pervers du système démocratique, qu'on présente souvent comme le meilleur système politique, alors que ce système est tout à fait capable de générer les pires tragédies, comme le régime totalitaire nazi.
Donc, ce n'est pas l'Occident, toutes elles confondues, qui peut être incriminé pour le nazisme, mais on peut comprendre dans cette critique de l'Occident l'idée que le système politique occidental qui est idéalisé, qui est présenté comme un système parfait par un certain nombre de naïfs, et qui s'adresse à des naïfs sans doute, ou alors de manipulateurs qui s'adressent à des naïfs, ne l'est pas. Mais, ce qui est marquant, l'Occident a ouvert la voie aux nazis en Allemagne et fait de l'Ukraine une anti-Russie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, de manière scientifique, personne ne peut contester qu'en Ukraine, ont réapparu et sont influents les courants néo-nazis. Autant il y a des néo-nazis qui ont refait leur apparition aux États-Unis, et ils vivent librement. Il y a des néo-nazis qui ont refait leur apparition partout en Europe. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'au cœur de l'appareil d'État ukrainien actuel, des groupes néo-nazis autour de l'idéologie de Bandera se sont imposés comme des groupes normaux, au point qu'on trouve même à l'intérieur des armées ukrainiennes des bataillons qui utilisent les symboles nazis, au moment où je vous parle. Donc, Vladimir Poutine ne ment pas quand il dit que le régime ukrainien est un terreau, un champ fertile pour l'idéologie nazie, puisque le bataillon Azov, l'idéologie de Bandera et plusieurs poches du régime politique ukrainien actuel revendiquent les idées d'Hitler. Et en sont fiers. Sont tatoués de symboles nazis et en sont fiers. Pratiquent le racisme le plus abject et en sont fiers. Donc Vladimir Poutine ici veut souligner le fait que le système politique dont l'Occident se vante est un système qui est poreux à l'extrême droite, qui est poreux à la barbarie, qui est poreux au fascisme, qui est poreux au nazisme et donc qui est capable de générer le pire. Il s'agit d'une critique de la porosité, de l'illimitation, de la fragilité éthique, morale et spirituelle de l'Occident. C'est de cela qu'il est question. Par contre, si on prend la phrase au premier degré, Poutine ne peut pas incriminer tout l'Occident. Tout l'Occident n'est pas coupable de nazisme. Les Occidentaux ont aussi été victimes du nazisme. Et des forces politiques, spirituelles occidentales ont combattu le nazisme. Et certaines ont contribué à le vaincre. Alors, je prends la phrase suivante. La Russie n'est pas en guerre contre le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev. Est-ce que ce que Poutine dit est vrai? Nous disons oui. Pour nous, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous observons que dans sa guerre contre l'armée ukrainienne, le régime russe du président Poutine n'utilise pas les moyens de la guerre totale. Il n'applique pas la stratégie de la guerre à la manière d'Hitler. Si le régime du président Poutine utilisait la stratégie de la guerre totale, il raserait toutes les villes ukrainiennes. Il raserait toutes les villes ukrainiennes avec le risque de tuer un nombre effroyable de civils. Ce que nous observons avec les débordements de la guerre, les bavures de la guerre, qui sont inévitables, c'est vrai. Ce que nous observons, c'est que la Russie concentre son énergie sur l'appareil sécuritaire, l'appareil énergétique, l'appareil vital de l'Ukraine. Elle est vraiment dans la logique de désarmer le régime de Kiev, de le faire tomber et de faire que l'Ukraine ne soit plus capable de servir de base avancée pour insécuriser la Russie. C'est ce que nous observons. Il n'y a pas dans la manière de faire la guerre que la Russie a choisie, il n'y a pas de manière affichée une volonté d'extermination du peuple russe, du peuple ukrainien, par l'armée russe. S'il y avait une telle volonté d'extermination, la Russie procéderait exactement comme les États-Unis ont procédé avec le Japon. Les États-Unis n'ont pas fait dans le détail. Ils ont pris 2 bombes atomiques, ils en ont lâché une sur Hiroshima, ils en ont lâché une deuxième sur Nagasaki. Et les Japonais ont été mis hors d'état de faire la guerre. Tout le monde doit se souvenir que les Américains, pour stopper les Japonais, ont choisi de tuer la population japonaise. Les bombes atomiques américaines n'étaient pas faites uniquement pour l'armée japonaise, loin de là. Elles étaient faites pour traumatiser le peuple japonais. De telle manière que l'armée japonaise renonce pour les dernières franges capables de combattre, qu'elle renonce au combat devant le massacre effroyable de civils. Les 2 bombes ont fait des centaines de milliers de morts en une journée. On n'observe pas dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine le même usage, on va dire, disproportionné de la force. On voit que l'armée russe s'efforce de concentrer ses forces sur l'armée ukrainienne, de concentrer ses forces sur l'appareil sécuritaire, l'appareil énergétique, l'appareil de télécommunication ukrainien, que, en fait, l'armée russe se bat pour désarmer, pour pousser l'armée ukrainienne à la capitulation, sans
procéder à un génocide total de la population ukrainienne. Voilà ce que nous observons. Et pour cela, il suffit de prendre le chiffre. Comprenez en une année de guerre, puisqu'il y a une année qui vient de se passer, le nombre de morts civils par rapport au nombre de morts militaires en Ukraine. Vous verrez que le nombre de morts militaires fait largement plus de 90% du nombre de morts qu'il y a en Ukraine, du fait de la guerre avec la Russie. Ce qui veut dire très clairement que la Russie cible l'armée, elle cible le régime de Zelensky, elle cible l'infrastructure sécuritaire, énergétique, tactique, stratégique du régime ukrainien et elle cible moins le peuple ukrainien. Et la raison en est simple, c'est que le peuple ukrainien et le peuple russe viennent de la même racine. Il faut lire l'histoire du peuple russe, tel que par exemple Vladimir Poutine se la représente. Pour Vladimir Poutine, le peuple russe, le peuple ukrainien et le peuple biélorusse ont la même racine. C'est le même peuple. Et en Russie, il y a des russophones ukrainiens, des russophones biélorusses. Comme en Ukraine, il y a des Ukrainiens russophones. Il y a en Biélorussie, le nom est déjà là, des russophones de ce territoire de la Bièle. Et en réalité, c'est le même peuple. Vladimir Poutine et la Russie sont confrontés au fait de devoir faire la guerre au régime de Kiev en s'efforçant autant que possible de préserver les vies des populations de Kiev, des populations ukrainiennes. Voilà le défi. Voilà le défi tel qu'il est formulé. Vous comprenez? Voilà le défi tel qu'il se formule. Et donc la phrase de « la Russie n'est pas en guerre contre le peuple ukrainien » et le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev est une phrase qui peut être corroborée par la manière de faire la guerre de la Russie. Si la Russie voulait faire une guerre totale, elle raserait tout simplement par un bombardement continu toutes les villes ukrainiennes. Elle massacrerait au passage l'armée ukrainienne, la police ukrainienne et la population ukrainienne. Ce que la Russie fait, c'est qu'elle combat l'armée ukrainienne. Elle se focalise sur l'armée ukrainienne. Elle se focalise sur l'armée ukrainienne. Et les propos de Poutine de ce point de vue sont corroborés par les faits. Corroborés par les faits. Alors, nos amis côté YouTube sont perturbés. Je vais essayer de les relancer. Je vais essayer de les relancer. Excusez-moi. Nous avons une belle attaque côté YouTube. J'essaie de relancer nos amis de ce côté-là. Nous avons reçu une belle attaque. Hop. Bon, hop. Je vais les relancer. Il n'y a pas 36 000 solutions. Théo, avec Emma, on ne fait pas de bruit. Je n'ai pas encore fini. J'ai fini tout à l'heure, d'accord? D'accord, papa. Très bien. Vous me laissez finir, après je suis à vous. Là, j'ai un petit souci informatique. Pour mes amis côté YouTube. Un peu de patience et ils seront relancés. Bon. Je leur donne la parole par ici. Excusez-moi mes chers amis, je ne veux pas paumer nos amis côté OK. S'il vous plaît, encore une petite minute et on va être bon pour relancer tout le monde. Hop.
l'attaque a été sévère. Je crois qu'il y avait un déséquilibre des machines. Et ils en ont profité pour nous interrompre. Voilà. Hop. Ça devrait le faire. Excusez-moi mes chers amis. Les aléas du direct en confrontation avec la France-Afrique. Voilà. Nos amis côté YouTube ont été relancés. N'hésitez pas à vous reconnecter. Je vais de ce pas résoudre le problème de cette façon-là. N'hésitez pas à vous reconnecter côté YouTube. Nous continuons. Nous sommes toujours dans l'analyse du discours du président Poutine. Voilà, c'est la suite de notre conférence. Reconnectez-vous et nous en étions à cette phrase-là. J'essaie d'expliquer comment je comprends la phrase. La Russie n'est pas en guerre contre le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev. Alors, la phrase suivante, la thèse suivante. Aucun autre pays n'a autant de bases militaires à l'étranger que les États-Unis. Il y en a des centaines. Est-ce que le président Poutine dit vrai que le pays qui occupe le plus militairement le monde, ce sont les États-Unis? J'ai mené mon enquête, la réponse est vraie. Par exemple, je me suis contenté de me baser sur 2 documents. Sur les interventions militaires. Les interventions militaires américaines dans le monde et les interventions militaires russes. J'ai pris comme unité de mesure uniquement le XXe siècle. Je vais vous donner une petite lecture des interventions militaires américaines dans le monde au XXe siècle, à partir de 1900. Écoutez, les pays dans lesquels les États-Unis sont intervenus au XXe siècle. Je prends uniquement le XXe siècle. Je vais comparer les États-Unis à la Russie pour voir quel est le pays qui envahit le plus les autres pays du monde. Je prends une unité de mesure, le XXe siècle. Alors, au XXe siècle, 1900, les États-Unis envahissent la Chine en participant à l'alliance des 8 nations qui intervient à Pékin pendant la révolte des Boxers. 1903, les États-Unis envahissent la Colombie, aident une révolte visant à la séparation de ce qui deviendra la République de Panama. En 1903, les États-Unis interviennent en République dominicaine. En 1906-1909, les États-Unis interviennent à Cuba. En 1909, les États-Unis interviennent au Honduras. On continue. En 1910, 1912, 1913, les États-Unis constituent des troupes d'occupation au Nicaragua. En 1914, le 21 avril au 3 novembre, les Américains sont des troupes d'occupation à Veracruz, au Mexique. En 1914, débarquement de troupes américaines à Haïti, qui y reste jusqu'en 1934. De 1916 à 1917, les Américains sont dans la guerre de la frontière américano-mexicaine, à la suite de l'incursion armée de Pancho Villa aux États-Unis. De 1917 à 1918, les États-Unis sont dans la Première Guerre mondiale, naturellement. De 1916 à 1924, les Américains envoient des troupes d'occupation du corps des marines en République dominicaine. De 1922 à 1924, puis de 1926 à 1933, ils sont au Nicaragua, dans le cadre de la défense des intérêts des citoyens américains pendant des troubles politiques intérieurs. De 1922 à 1923, débarquement de Marines en Chine, à 5 reprises pour protéger les intérêts américains. De 1924 à 1925, débarquement de Marines à Shanghai pour protéger les ressortissants américains des émeutiers. 1926-1933, nombreux débarquements au Nicaragua pour protéger les intérêts américains. 1930, les années 30. 1932, débarquement d'un corps de protection pendant l'occupation japonaise de Shanghai. 1932 encore, le gouvernement fait donner la troupe à Washington contre les manifestants de la Bonus Army. On arrive en 1940. 1941, mise sous protectorat américain du Groenland. 1941 encore, mise sous protectorat américain de l'Islande, avec le consentement de son gouvernement. 1941-45, États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, tout naturellement. 1945-46, envoi de troupes en Chine pour désarmer les forces de l'armée impériale japonaise et rapatrier les ressortissants japonais après la capitulation de ce pays. 1946, les États-Unis sont aux Philippines, militairement, en soutien au gouvernement face à une insurrection. 1947, ils sont en Grèce, soutien logistique militaire au régime royaliste, engagé dans la guerre civile grecque, soutenu auparavant par le Royaume-Uni. 1950, de 1950 à 2000. 1950 à 1953, guerre de Corée, à la suite de l'invasion par la Corée du Nord de la Corée du Sud.
Première intervention des États-Unis via l'ONU. 1953, les États-Unis sont en Iran. La CIA organise un coup d'État pour renverser le Premier ministre Mohammad Mossadegh. 1954, Guatemala, renversement du gouvernement en place par l'armée américaine. 1958, bombardement par des avions de la Civil Air Transport, futur Air America, de la CIA, en un soutien infructueux à un mouvement de guérilla en Indonésie contre Soekarno. 1958, du 15 juillet au 25 octobre 1958, intervention au Liban dans le cadre de la doctrine Eisenhower et la demande du président Camille Chamoun. On arrive en 1960. Il faut qu'on vous lise tout ça au moins une fois dans votre vie pour que vous sachiez qui intervient le plus militairement dans les affaires des autres sur cette planète. Que vous le sachiez scientifiquement. Parce que certains d'entre vous n'avaient jamais entendu cette liste. Allons-y, on est en 60. Je n'ai pris que le 20e siècle. Si je prends tous les autres siècles, on ne va pas quitter ici. 1960, bombardement au Guatemala. 1961, Cuba. Échec du débarquement de la baie des Cochons, des opposants à Fidel Castro. 1961 à 72, guerre du Vietnam. En août 64, alors que les conseillers militaires américains sont présents au Sud-Vietnam depuis une dizaine d'années, le président Johnson invoque une attaque fictive de 2 destroyers américains par des torpilleurs nord-vietnamiens pour demander au Congrès une résolution exprimant la détermination des États-Unis à soutenir la liberté et à protéger la paix en Asie du Sud-Est. Les États-Unis s'engagent alors dans un conflit ouvert qui durera jusqu'à 1975. Le nombre de militaires américains déployés au Vietnam atteint 543 000 en avril 1969. La guerre fut marquée par de puissantes manifestations aux États-Unis et de nombreux crimes de guerre sur place. On avance. 18 mars 1969 jusqu'au 26 mai 1970, opération Menu au Cambodge oriental. Les États-Unis, à la demande secrète de Nixon et Kissinger, bombardent massivement le Cambodge avec 3 875 sorties et 108 000 tonnes de bombes. Ils sont gentils, hein? On continue. 11 novembre 1968 au 29 mars 1972, opération Commando Hunt, bombardement au Laos et au Vietnam du Nord. Diverses autres interventions au Cambodge, au Laos, au Vietnam. On arrive en 64. Au Brésil, soutien au renversement de João Goulart par la junte militaire qui instaure une dictature sur la période 1964 jusqu'à 1985. Ils ont aidé à l'instauration de la dictature du Brésil. 1964, intervention au Panama. Appui aérien en 1964 clandestin au gouvernement local contre une guérilla via des mercenaires qui deviendront le noyau de l'aviation congolaise durant la crise congolaise en République démocratique du Congo. Ça, c'est en 1964. C'est ça qui va amener les Mobutu au pouvoir. 1965, Indonésie, renseignement au gouvernement dans la répression du mouvement du 30 septembre. Occupation de la République dominicaine par les États-Unis à la suite d'une intervention dans une guerre civile avec l'appui de l'Organisation des États américains. 1967 à 1969, supporté, on parle que du XXe siècle. Formation des forces armées du Guatemala par les Special Forces. En 1970, on se rapproche. Campagne du Cambodge. 11 septembre 1973, au Chili. Encouragement au coup d'État du général Augusto Pinochet contre Salvador Allende. 1973, pont aérien en faveur d'Israël lors de la guerre du Yom Kippour. 3 juillet 1979, Afghanistan, programme afghan de 1979 à 92. Armement par la CIA des Moudjahidines afghans et de divers groupes pour la guerre d'Afghanistan contre l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont l'armée occupait aussi ce pays. 1980, on se rapproche. 1980 à 90, Salvador, aide militaire au gouvernement et aux escadrons de la mort pour chasser la guérilla. 100 000 morts dans cette guerre civile au Salvador. 1981 à 88, au Nicaragua, soutien des Contras, situés au Honduras, afin de lutter contre les sandinistes du Nicaragua. 1983, les États-Unis sont au Liban, dans le cadre de la force multinationale de sécurité à Beyrouth. Départ après un double attentat contre les QG américains et français. 25 octobre 1983 au 15 décembre 1983, les États-Unis envahissent la Grenade. 1986, le 14 avril, opération El Dorado Canyon. À la suite d'attentats terroristes en Europe, 2 pilotes américains tués par l'attentat Lockerbie, bombardement de plusieurs centres politiques et bases militaires en Libye, 45 morts libyens. 1988, 18 avril, bataille des plateformes pétrolières Sassan et Syrie face à l'Iran. 1989, du 1er au 7 décembre, aux Philippines.
soutien au gouvernement contre un coup d'État. Au Panama, le 20 décembre, toujours 1989, invasion du Panama par les États-Unis, renversement du général Manuel Noriega. Il sera capturé et amené en prison aux États-Unis. Voilà leur conception du droit international. On continue. 1990. On a les années 90. On a bientôt fini. En 1991, guerre du Golfe, opération Tempête du désert, à la suite d'une requête du Koweït occupée par l'Irak à l'ONU, avec le soutien de l'ONU et une coalition internationale. 1992-93, intervention en Somalie, opération Restore Hope, intervention militaire des États-Unis pour soutenir les opérations des Nations Unies en Somalie, soi-disant. 1993, intervention en Macédoine, 350 hommes dans une force de maintien de l'ONU. 1994, ils sont en Haïti, opération Ofold Democracy, pour installer le président élu Jean-Bertrand Aristide. 1995, ils sont en Bosnie-Herzégovine, soutien aérien aux forces de l'ONU-OTAN sur place, puis déploiement d'une force de maintien de la paix. 1998, ils sont de nouveau en Irak, 4 jours de bombardement aérien sur des objectifs militaires et industriels. 1998, le 20 août, double bombardement d'une usine de médicaments, soupçonnée d'appartenir à Ben Laden au Soudan, et de camps d'entraînement terroriste en Afghanistan, à la suite des attentats des ambassades américaines en Libye du 7 août 1998. On arrive en 1999, bombardement de l'OTAN en République fédérale de Yougoslavie, mars-juin 1999, sur la Serbie, le Monténégro, le Kosovo. Bombardement et intervention de l'OTAN dans la guerre du Kosovo et déploiement depuis d'une force de maintien de la paix. 1999 toujours, Timor oriental, soutien logistique aux forces de l'ONU pour son indépendance. Je m'arrête là. Voilà, je m'arrête seulement au XXe siècle. Voilà ce que les États-Unis ont fait dans le monde. Voilà ce qu'ils ont fait dans le monde. Maintenant, je vais aller regarder la liste des interventions soviétiques et russes dans la même période. Et vous allez me dire s'il y en a autant. Vous pouvez le juger. Je vous afficherai les deux listes sous cette vidéo pour que vous comptiez vous-même. Bon. J'ai dégagé la liste des interventions soviétiques et russes. Pour comparer. Parce que Poutine dit que les États-Unis passent leur temps à envahir le reste du monde. Qu'ils ont le plus grand nombre de bases militaires américaines dans le monde. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que la Russie n'a pas été autant présente? Alors, allons voir l'action militaire de la Russie dans la même période, le XXe siècle, pour que ceux qui ont assisté à cette conférence en sortent largement informés. On va voir l'action donc de la Russie au XXe siècle. Je remonte là parce que j'avais affiché un lien sur cette action. Un lien qui résume ça. Liste des guerres de la Russie. Alors, on a cette liste par un article Wikipédia plutôt complet. Je laisse tous les siècles avant. Je commence à partir du 20e. Pour voir les guerres russes. Je suis pratiquement arrivé au 20e. Je monte. Voilà, j'arrive en 1904. Guerre russo-japonaise en 1904. Guerre russo-japonaise. Elle dure de 1904 à 1905. Du 8 février 1904 au 5 septembre 1905. On saute. On arrive maintenant à 1914-1918, Première Guerre mondiale. De 1914 à 1918, la Russie est dans la Première Guerre mondiale. On saute. On arrive. 1916-1931, la Russie réprime la révolte Basimati. Ça se passe au Turkestan russe. On continue. On arrive aux guerres de la République fédérative soviétique de Russie. Il y a la guerre civile à l'intérieur de la Russie. Entre 1917 et 1923, on appelle ça la guerre civile russe. On ne peut pas parler d'une agression contre un autre pays. On dépasse tout ça. Hop. On arrive janvier 1918, mai 1918, guerre civile en Finlande. Novembre 1918, février 1920, guerre d'indépendance de l'Estonie. Septembre 1918, août 1920, guerre d'indépendance de la Lettonie. 1919-1921, guerre entre l'Union soviétique et la Pologne. On continue. 1924, ça c'est la Géorgie, mais c'est une république soviétique. Soulèvement géorgien. On continue. 1929, 22 juillet 29, 9 septembre, conflit avec la Chine. 11 mai 1939, 16 septembre 1939, bataille de Kaiking Gol. Ça se passe face au Japon, à la Mongolie.
Septembre 1939, octobre 1939, campagne de Pologne, face à la Pologne. C'est un ennemi il y a longtemps. Novembre 1939, mars 1940, guerre d'hiver face à la Finlande. Et on passe. On arrive en 1941. La Russie participe de 1941 à 1945 à la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on arrive de 1941 à 1944. C'est ce qu'on appelle la guerre de continuation. Maintenant, 1950-1953, guerre de Corée. La Russie participe à la guerre de Corée face aux autres pays protagonistes, les protagonistes de la guerre de Corée, c'est-à-dire le bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est. La Russie est aux côtés de la Chine. 1956, octobre 56, novembre 56, insurrection de Budapest. La Russie intervient en Hongrie. 1967 à 1970, il y a une guerre d'usure. Elle a lieu dans plusieurs pays. Elle a lieu en Égypte, elle a lieu en Palestine, elle a lieu à Cuba. La Russie soutient ses partisans, ses alliés. 1968, août 68, invasion de la Tchécoslovaquie. 1977-78, guerre de l'Ogaden. 1979-89, guerre d'Afghanistan pendant 10 ans. On avance. 91-93, guerre civile géorgienne. Ça se passe à l'intérieur de la Russie, d'une certaine façon. Ossétie du Nord, toujours des guerres à l'intérieur des républiques soviétiques. 92-97, guerre civile du Tadjikistan, toujours à l'intérieur de l'URSS. 94-96, guerre civile, première guerre de Tchétchénie, toujours avec les républiques anciennes de l'URSS à l'intérieur. 2008, guerre d'Ossétie du Sud, à l'intérieur de l'ancienne URSS. 2009-2017, guérilla en Ciscaucasie, à l'intérieur de l'ancienne Fédération de Russie ancienne, Union des républiques socialistes soviétiques. Mais 2014, j'ai déjà dépassé. J'ai même déjà dépassé. Je suis déjà au 21e siècle. Je m'arrête. Écoutez, je viens de vous lire 2 listes de guerre. Est-ce que là, simplement par votre oreille, entre la Russie et les États-Unis, quelle est la puissance qui a intervenu le plus largement partout dans le monde? Quelle est la puissance qui a étendu ses tentacules sur tous les continents, menant des guerres sur tous les continents, tout au long du XXe siècle? Quelle est la puissance qui a fait le plus grand nombre d'interventions militaires à l'étranger? Les 2 listes que je viens de vous lire, il n'y a pas de débat. Je reviens donc à ce que dit Poutine. En effet, s'il faut comparer l'Union soviétique, la Russie, aux États-Unis, du point de vue de l'interventionnisme militaire, il n'y a pas photo. Les États-Unis sont champions toute catégorie en interventionnisme militaire, en ingérence militaire dans les affaires des pays étrangers. La Russie n'est pas en reste, mais elle n'est même pas comparable aux États-Unis. Il n'y a pas sur cette terre une puissance qui se soit autant mêlée de la vie des autres que la puissance américaine. C'est une vérité scientifique. On doit l'enseigner dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités. On doit l'enseigner sur toute la terre. Même aux États-Unis, on doit apprendre aux jeunes américains que la politique internationale des États-Unis a été fortement intrusive, fortement invasive, et que c'est cela qui est rejeté par la majorité de la planète aujourd'hui. C'est une vérité qu'on doit partager, sans même avoir besoin pour cela de la colère, de la haine. Il faut simplement aimer la vérité. Donc, je reviens au discours de Poutine, pour les dernières propositions de ce discours qu'il a défendu. Les dernières propositions du discours de Poutine, elles sont sous nos yeux. Il dit, près de 900 000 personnes sont mortes et plus de 38 000 sont devenus des réfugiés suite aux guerres qui ont été déclenchées par les États-Unis depuis 2001. C'est un chiffre qui est corroboré, je l'ai vu, par le site des Nations Unies, qui décompte également les morts de ces conflits. Je passe à la thèse suivante. Plus la portée des systèmes envoyés en Ukraine est longue, plus nous éloignerons la menace de nos frontières. Ça, c'est un argument tactique et stratégique de Poutine. Si vous donnez à l'Ukraine des armes capables de tirer le plus profondément dans le territoire russe, la Russie sera obligée de pourchasser ses armes le plus profondément dans le territoire ukrainien. Pourquoi? Parce que c'est en faisant reculer ces armes que la Russie se protège. Si les armes de longue portée sont à la frontière russo-ukrainienne actuelle, il sera plus facile à ces armes de frapper la Russie. Alors que si ces armes sont repoussées jusqu'à la frontière, par exemple, entre l'Ukraine et la Pologne, il sera difficile à ces armes de frapper le territoire russe. Le raisonnement de Vladimir Poutine se comprend. Il dit ce qu'il compte faire pour protéger son pays.
faire reculer le plus loin possible les armes de l'OTAN pour que le territoire russe, la capitale russe, les enjeux stratégiques russes ne soient pas atteints. Ça, c'est un raisonnement qu'on ne peut pas lui contester. C'est son droit, en tant que chef de l'État russe, de vouloir repousser les menaces. On avance. La thèse suivante. La Russie suspend sa participation au traité New START. Le traité New START, c'est un traité de non-prolifération nucléaire qui a été passé avec les États-Unis, mais qui, quelque part, limite la possibilité pour les partis de continuer à développer leurs armes. Or, la perte de confiance qu'il y a aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie est telle que la Russie estime que d'une manière ou d'une autre, les Américains, eux, vont poursuivre leur programme. Ils vont continuer à développer leurs armes stratégiques. Donc la Russie ne veut pas se sentir ligotée par l'hypocrisie, le mensonge et la mauvaise foi américaine. Elle décide de se délier de l'obligation d'en rester au terme strict de cet accord. Et elle dit qu'elle fera des essais nucléaires si les Américains en font. C'est-à-dire qu'elle se réglera sur la cadence américaine. Tu vas plus loin, je vais plus loin. Tu vas plus loin, je vais plus loin. Autrement dit, la course aux armements est relancée. Ça, c'est une information que nous donne Poutine. Bon. La défense russe et Rosatom doivent être prêts à tester des armes nucléaires au cas où les États-Unis le feront. Je crois que ça, c'est une déclaration d'intention du président Poutine. On n'a aucun moyen de lui contester le droit de se préparer à défendre son pays. Comme le font d'ailleurs les Américains, de manière légitime aussi. Phrase suivante, et c'est l'avant-dernière, l'économie russe a surmonté tous les risques. La part du rouble a doublé dans les échanges commerciaux au niveau international. Je ne me base pas sur ce que dit le président Poutine pour dire que c'est vrai. Je me base sur ce que dit le FMI et la Banque mondiale. Ce que disent le FMI et la Banque mondiale. Ces propos du président Poutine sont corroborés par les deux grandes institutions financières du monde occidental. La Russie a fait face, a affronté les sanctions avec efficacité. Son économie n'est pas entrée en récession. Au contraire, elle a une croissance positive. Ce sont les économies occidentales, notamment européennes, qui sont entrées en récession et qui connaissent un taux d'inflation record. Ça, c'est un fait. Et c'est un fait qui est corroboré, je vous donne la référence, par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale. D'ailleurs, la Russie a clairement annoncé qu'elle n'accepterait plus les paiements en dollars et qu'elle n'accepterait que les paiements en or, en roubles ou en yuan chinois. Donc, elle a déclenché ce qu'on appelle la dédollarisation de la planète. Et cela aussi est vérifié et attesté par toutes les enquêtes économiques de tous les bords. On arrive à la dernière thèse du président Poutine. Le but des sanctions occidentales est de faire souffrir les Russes. Mais ceux qui les ont instaurées se punissent eux-mêmes. Ils ont provoqué la hausse des prix dans leur pays et disent que c'est la Russie qui en est responsable. Moi, en tant que citoyen français, je le vérifie ici. Les sanctions que la France et l'Union européenne ont voulu prendre contre la Russie se sont retournées contre nous en Europe. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans la hausse vertigineuse des prix du pétrole, de l'électricité, du gaz. Aujourd'hui, c'est nous qui allons en grinçant les dents au supermarché. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui ploie sous une inflation record, une hausse des prix record, et la colère sociale s'étend dans toutes les franges de la société. Vladimir Poutine a raison quand il dit aussi que on essaye de se défausser sur les Russes devant les opinions européennes en disant c'est la faute aux Russes. Mais il aurait bien tort de croire que les Européens sont tellement naïfs qu'ils ne savent pas que ce sont nos propres gouvernants européens. Et je me souviens de M. Le Maire. M. Le Maire avait dit que la France et l'Union européenne travaillaient à l'effondrement de l'économie russe. Nous constatons plutôt l'effondrement de l'économie européenne et française. Et les propos du président Poutine sont corroborés par les faits, n'est-ce pas? Alors, mais en face, que nous dit Joe Biden? Et c'est la dernière partie de notre analyse. Nous avons écouté le président Poutine. Le seul point faible qu'il y a eu dans son discours, c'est une espèce de généralisation de la notion d'Occident, qui peut prêter à confusion et à injustice. Mais sur toutes les autres thèses, le président Poutine est aligné sur les faits historiques. Regardons Biden. Biden, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui me frappe dans le discours de Biden, c'est que le discours de Biden a une dimension incantatoire. C'est-à-dire que Biden a fait un discours un peu comme un prêtre, un pasteur, un imam, ou en tout cas un magicien qui prononce des paroles qui doivent avoir un effet de transformation du monde par elles-mêmes. Biden croit en la puissance magique de sa parole. Il croit qu'il suffit de dire quelque chose pour que cette chose soit. Dans la science et la philosophie du langage, on appelle cela le discours performatif.
Il croit que le simple fait de dire quelque chose consiste à faire cette chose-là. C'est comme cela que je comprends toutes les déclarations de Biden à Varsovie. Prenons la première. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. Que signifie cette phrase? L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. Alors, quand un pays est occupé par un autre, la notion de jamais ne peut pas s'appliquer. Elle l'est. Donc, elle peut l'être. Une partie de l'ancien territoire ukrainien est occupée, a été récupérée par la Russie, qui a même organisé des référendums dans cette partie du territoire, le Donbass, la Crimée, et qui les a proclamés russes. Je ne comprends pas de quoi Biden parle. Est-ce qu'il est sur la terre? Là-bas, en Ukraine, les Ukrainiens savent que la Russie a récupéré une partie de leur territoire ancien et l'a intégré dans la Fédération de Russie. Donc, la phrase même de Biden, la phrase phare de son discours de Varsovie, elle est hors sol. On se demande vraiment où ce monsieur-là s'alimente. Et à quoi il s'alimente? Au regard de sa proximité extraordinaire avec Zelensky, on peut s'inquiéter. Est-ce que ces gens-là sont en contact avec la réalité? Ça, c'est un discours hallucinogène, hallucinatoire. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. On constate que l'Ukraine a perdu une partie de son territoire. Que la Crimée est devenue russe. Que le Donbass est en train de devenir russe. On constate que l'Ukraine a perdu une bonne partie de son système énergétique, son système de télécommunication. Que l'Ukraine a laissé sur le carreau plus de 100 000 à 200 000 de ses soldats. On constate que l'Ukraine est au bord de l'effondrement. Et que sans le biberonnage de l'Union européenne, le biberonnage de l'OTAN et des États-Unis, il n'y aurait plus de régime Zelensky à Kiev. Et Joe Biden, contre ces faits-là, nous dit l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. Il y a un petit problème. On parle de quoi exactement? Je prends sa phrase suivante. Jamais une victoire pour la Russie, jamais. Alors ça, c'est bizarre. Un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne pourra jamais entamer l'amour d'un peuple pour la liberté. La brutalité n'écrasera jamais la volonté de ceux qui veulent rester libres. Ça, c'est le point de vue que Joe Biden a sur Poutine. Mais ce point de vue que Joe Biden a sur Poutine ne correspond pas au point de vue que la majorité des Russes a sur Poutine. Pour la majorité des Russes, Poutine est leur dirigeant légitime. Il faut que nous, en Occident et dans le monde, on sache ça. En raison du caractère autoritaire du régime russe, on est enclin à l'appeler dictature. On a des raisons de le penser. Mais ce n'est pas cela l'opinion dominante dans la population russe. Et les mobilisations et l'adhésion du peuple russe et les sondages qui ont été faits, et par les Russes et par les non-Russes, à propos de la représentativité de Poutine dans la Russie actuelle, prouvent qu'il est tout à fait le président légal et légitime de la Russie. Et que la majorité des Russes soutient Poutine. À partir du moment où la majorité des gens d'un pays soutiennent quelqu'un, le jugement du président américain est-il déterminant sur la légitimité de Poutine? D'autant plus que dans la démocratie américaine, on peut être président sans avoir la majorité des voix. Puisque dans le système démocratique américain, c'est le système du vote du président des États-Unis par les grands électeurs. Celui qui a le plus grand nombre de grands électeurs, et donc aussi indirectement parfois le plus grand nombre de sièges, eh bien c'est lui qui va être le président des États-Unis. Vous pouvez tout à fait être président des États-Unis sans avoir le plus grand nombre d'électeurs. Il suffit d'avoir des grands électeurs qui appartiennent à des États qui, depuis la négociation fondamentale des États-Unis d'Amérique, se sont fait attribuer un grand nombre de sièges. Donc, je peux avoir 12 millions de voix. Toi, tu as 10 millions de voix. Mais toi, tu deviens président des États-Unis. Et moi, non. Parce que j'ai eu mes 10 millions de voix dans des États qui ont un plus grand nombre de grands électeurs que toi. Terminé. Lorsqu'on se retrouve donc au Congrès, puisque j'ai un plus grand nombre de grands électeurs que toi, j'ai une majorité au Congrès, mais qui ne correspond pas à la majorité démographique du pays. Voilà le système américain. Donc, en fait, on pourrait rétorquer la même objection à Biden. Est-ce que votre système, quant à lui, est beaucoup plus démocratique? Puisque, dans votre système, les grands électeurs biaisent le principe du one man, one vote, qu'on considère pourtant partout ailleurs comme le principe sacré des démocraties. Vous ne respectez pas ça. Êtes-vous si démocrate que ça, américain? Regardez votre système. Votre système des grands électeurs est-il un modèle démocratique? Fiable? Sérieux? C'est pas sûr.
C'est pas sûr. Ce sont les ignorants des nuances des systèmes démocratiques qui prennent a priori tout ce qui est américain comme étant emblématique de la démocratie. Là, c'est tout à fait un système oligarchique déguisé en démocratie. Puisque ce sont les avantages eh bien, des conquérants, des colons, qui ont fondé les principaux États américains et qui se sont arrogés un certain nombre de postes de grands électeurs, ce sont ces avantages qui sont conservés jusqu'aujourd'hui. Qui sont conservés jusqu'aujourd'hui par ces États-là. Donc, quand vous voulez enseigner la démocratie aux gens et que vous êtes américain, faites très attention. Maintenant, le monde entier sait que chez vous, la démocratie, c'est pas évident. Et on a vu ce qui s'est passé au Sénat américain. On a vu ce qui s'est passé lors de l'élection entre Al Gore et Bill Clinton. On a vu. On a bien vu ça. Hein? Nos amis côté YouTube sont à nouveau sous attaque. C'est dur aujourd'hui. Hein? Les gens sont fâchés. Pourquoi je parle? Les gens sont nerveux. Les gens sont très nerveux aujourd'hui côté YouTube. Bon, je vais quand même conclure et poster l'émission complète à mes amis côté YouTube. Écoutez. Donc, la critique là à propos de la liberté et du despotisme, est-ce qu'elle peut être formulée par un président américain après la liste des interventions barbares, brutales des États-Unis sur toute la planète que je vous ai lu? Est-ce qu'un président américain peut être un modèle, un enseignant de liberté au reste du monde? Quand vous regardez l'histoire de l'interventionnisme américain, je n'ai parlé que du XXe siècle. Je vous ai cité pendant, je crois, pratiquement 10 à 15 minutes ce qu'ils ont fait. Dites-moi. Dites-moi sérieusement, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, ce sont des démocrates? Dans quel coup? Vous êtes d'accord avec moi? On continue. Kiev est forte, Kiev est fière, elle tient debout et surtout elle est libre. Voilà encore une phrase du président Biden qui n'est pas connectée à l'histoire. On ne sait pas de quoi il parle, de quelle Kiev il parle. La Kiev qui est privée d'eau et d'électricité? La Kiev où les gens se cachent dans les métros? La Kiev qui est constamment sous les menaces d'alerte aérienne de bombardement? La Kiev qui a été dépeuplée, dont une partie des habitants a fui vers la Pologne? De quelle Kiev parle-t-il? C'est ça qu'il appelle la liberté? La force? En quoi est-ce la liberté et la force? Ce que nous voyons aujourd'hui à Kiev. C'est extraordinaire. Kiev est fière, elle tient debout. Ce n'est pas vrai. La vérité est que Vladimir Poutine ne veut pas détruire la ville de Kiev. Si Vladimir Poutine voulait détruire la ville de Kiev, il ferait ce que les Américains ont fait à Hiroshima et à Nagasaki. Il larguerait des munitions de type nucléaire sur cette ville-là et il n'y en aurait plus. Vladimir Poutine ne veut pas détruire la ville de Kiev. Parce que la ville de Kiev fait partie de la mémoire du peuple russe. Et que le peuple ukrainien et le peuple russe appartiennent, du point de vue de la compréhension historique de Poutine, au même peuple. Donc comment peut-on faire valoir la retenue dont fait preuve Poutine pour ne pas avoir trop de morts civiles, ne pas avoir un massacre de la population civile? La retenue dont il fait preuve, elle est présentée comme une fierté, une force et la preuve de la liberté des Kieviens. Ce n'est pas vrai. Ce que nous voyons, c'est l'armée russe qui essaye littéralement de délivrer, comme elle l'entend, le peuple ukrainien de la prise en otage du régime de Zelensky, en faisant le moins de dégâts possible dans ce peuple. Voilà ce que nous voyons. Voilà la vérité. L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie, comme Poutine l'a dit aujourd'hui. Alors ça, c'est une phrase que je ne comprends pas. Plusieurs dirigeants occidentaux, même ici en France, ont dit qu'il fallait tout faire pour renverser Poutine. Des dirigeants américains de premier plan ont affirmé qu'il fallait tout faire pour renverser Poutine. Il y a eu une semaine même ici, où dans la presse française, il y avait une série d'émissions pour examiner comment l'assassiner. Est-ce que c'est faux ce que je vous dis là? Vous n'avez pas suivi les émissions sur LCI, où on a fait venir des soi-disant experts pour réfléchir à la meilleure façon d'assassiner Poutine? Non. Comment Biden peut dire qu'il ne complote pas contre Poutine, alors que les dirigeants américains disent ouvertement qu'il faut renverser le régime russe? Alors qu'il y a des émissions où des officiels s'expriment et envisagent l'élimination physique de Poutine. Je n'en reviens pas. Alors, Poutine pensait que les autocrates comme lui étaient durs et que les dirigeants de la démocratie étaient mous. Est-ce que c'est vrai que les dirigeants de la démocratie sont mous?
Au nom de la démocratie, quels sont les crimes qui n'ont pas été commis au XXe siècle? Tous les crimes que les États-Unis ont commis dans le monde au XXe siècle ont été commis sous le prétexte de défendre la démocratie. Les crimes en Libye, les crimes en Somalie, les crimes au Vietnam, les crimes en Amérique latine, tout ce qu'ils ont fait au XXe siècle, c'était pour la démocratie. Pourtant, c'était des actes dictatoriaux, des actes barbares. Donc c'est juste incroyable qu'ils disent une telle phrase. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera pas divisée et nous ne lâcherons pas. Cette dernière phrase de Biden est bizarre. Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'OTAN? Si Biden, en tant que président des États-Unis, pays membre de l'OTAN, puissance dominante de l'OTAN, défend les intérêts de l'OTAN, mais quel est le rapport avec l'Ukraine? Puisque l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Donc, je conclus rapidement. Quand j'ai écouté l'essentiel des phrases prononcées en 20 minutes par Joe Biden, et que je l'ai comparé au discours argumenté de Vladimir Poutine en 2 heures, ce que j'ai découvert de manière incontestable, c'est que, en fait, Vladimir Poutine a assis son discours sur l'histoire. Il a assis son discours sur la théorie générale du droit et la science politique. Alors que Joe Biden a essentiellement assis son discours sur la rhétorique. Je recommence. Poutine a construit son discours de manière logique. Il a construit son discours de manière historique. Il a construit son discours sur la base de l'argumentation juridico-politique. C'est ce qu'il a fait. Alors que Biden a simplement fait des effets de manche. Biden s'est comporté comme s'il était en campagne électorale et qu'il était face à un public qu'il fallait impressionner par quelques formules. C'est ce que j'appelle donc le discours magique. Il s'est réfugié dans le discours magique, le discours incantatoire. Le duel, incontestablement, est remporté par Vladimir Vladimirovitch Poutine. L'Afrique des libertés, sans discussion, lui accorde la victoire dans la gigantomachie. Les thèses de Poutine sont assises sur une démonstration historique. Elles sont assises sur une logique des événements. Les thèses de Poutine sont vérifiables scientifiquement. Les thèses de Biden sont coupées de l'histoire. Elles sont coupées des faits. Ce sont des thèses purement rhétoriques. Biden faisait une prestation de prestidigitation verbale. Voilà ce que nous avons vu. Mes chers amis, voilà, cela fait maintenant, eh bien, un bon moment que je vous entretiens de cette affaire. Je voulais aboutir à cette conclusion. Je regrette pour nos amis côté YouTube qu'il y ait eu beaucoup de perturbations. Je téléchargerai la version Facebook de cette émission pour la rediffuser sur YouTube, de telle façon que l'Afrique des libertés côté YouTube en bénéficie également. En conclusion, pour nous Africains, que faut-il retenir de ces deux discours? Dans le discours de Poutine, l'Afrique des libertés a des bases à partir desquelles elle peut apprécier la politique de Poutine. C'est une politique où il s'efforce de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit. Voilà pourquoi les alliances russo-africaines sont aujourd'hui perçues par l'opinion africaine comme étant beaucoup plus crédibles. De l'autre côté, le discours américain de Biden est un discours superficiel, rhétorique, un discours magique, un discours déconnecté de l'histoire, un discours qui n'a même pas une conscience autocritique des bavures, de la barbarie et bien de la politique internationale américaine des siècles précédents. Il s'ensuit que c'est un discours qui n'a pas convaincu les Africains. Joe Biden est perçu par une bonne partie de l'opinion africaine, par la majorité de l'opinion africaine, comme un homme politique coupé de la réalité, comme un homme politique irrationnel, comme un homme politique incompétent. Voilà la vérité de ce qui ressort de la comparaison des deux discours, au regard de l'enseignement des faits. Mes chers amis, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Merci infiniment. Qui sont concernés jusqu'aujourd'hui à ces états-là. Quand vous voulez enseigner la démocratie aux gens. Merci. Portez-vous bien. Ada,
Ah ouais. Ma belle Jojo, au colline il est. Non, Biden n'a pas convaincu. À Varsovie, Biden a fait un spectacle plus ou moins divertissant. Il a fait des effets de manche. Il n'a convaincu personne. Son discours ne colle en rien aux faits et à l'histoire. Par contre, Poutine a argumenté, il a prouvé, il a démontré, il a convaincu. L'Afrique des libertés ne s'y trompe pas. Il n'y a pas photo entre les deux discours. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé cette émission. Nous rediffuserons la version Facebook à nos amis côté YouTube qui ont été l'objet d'attaques sévères aujourd'hui. Et nous prendrons des dispositions avec nos machines pour résister à cette virulence de l'ennemi. Merci infiniment. Portez-vous bien, bon week-end. Soyez bénis mes chers amis. Merci.